Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres qui seront développés ce soir? Les voici dans votre sommaire. Nous reviendrons sur la 10e journée mondiale du cirque avant de parler avec Patrick de Carolis qui était à la Maison de France. José Sacré reviendra sur l'église Saint-Charles qui proposait un concert de musique spirituelle. Et notre Focus Info du jour sera consacré aux chefs de super yachts qui s'affrontaient sur la terre ferme. Le week-end de Pâques a été marqué en principauté par l'organisation de la journée mondiale du cirque. Plusieurs écoles ont ainsi proposé différents tableaux sur l'une des pistes les plus célèbres au monde, celle du chapiteau Espace Fontvieille. Vanessa Dessy était sur place pour vous. Elle est mise à l'honneur chaque 3e samedi d'avril depuis 2009 et est déjà relayée dans moins de 36 pays. La journée mondiale du cirque, sous le patronage de la princesse Stéphanie, a été célébrée en principauté. Une belle occasion de fêter ensemble les arts et la culture du cirque. La Fédération mondiale a voulu créer ça pour qu'on célèbre le cirque et le cirque traditionnel. Comme vous savez, on a fêté 250 ans l'année dernière et je crois que c'est important de justement... Il y a plein d'écoles de cirque qui font des choses pour faire découvrir le cirque, pour que les gens continuent à aimer le cirque et continuent à aller au cirque. Et pour quelquefois susciter des vocations justement. On a la chance d'avoir le docteur Frère qui a lancé un peu le mouvement dans la région avec son école du cirque à Tourette-le-Vasse. Et c'est vrai qu'on les voit, ils travaillent super bien parce qu'ils ne font pas que ça, ils font l'école, ils ont plein d'autres choses à faire. Et c'est vraiment des artistes en herbe, il faut les encourager. Et je crois que toute activité sportive ou quoi, mais là, artistique avec le cirque, je crois que ça donne que du bien-être aux enfants et ça peut que en faire des adultes épanouis plus tard. Voilà. Une manifestation très spéciale qui a réuni de nombreux artistes sous le chapiteau de Fontvieille et sur sa plus célèbre piste au monde. Pour le Femina Sport, c'est une véritable continuité. Après la New Generation, la troupe a repris quelques passages de cet événement associés à divers morceaux déjà utilisés en compétition. Alors, on a déjà fait l'an dernier la 9e et ça commence à rentrer dans leurs états d'esprit comme un événement important à ne pas manquer. Donc évidemment, elles y tiennent. C'est une journée très conviviale où les parents viennent les regarder, mais dans un climat décontracté et c'est ça qui est sympathique. L'art du cirque est l'un des arts les plus partagés de la planète. Les diverses formes en font une discipline artistique non seulement universelle mais fascinante, au croisement de la danse, du théâtre et de l'humour. Direction à présent la Maison de France qui propose tout au long de l'année diverses conférences. La dernière en date, celle de Patrick de Carolis, l'ancien président de France Télévisions, était invité à parler d'un thème bien particulier. Le service public a-t-il trahi la culture? Élément de réponse dans ce reportage de Dominique Poulain. Patrick de Carolis est de passage à la Maison de France dans le cadre de son cycle Culture et Francophonie. Journaliste, écrivain, animateur de télé, il a créé et présenté Zone Interdite et Des Racines et des Ailes, mais aussi président-directeur général de France Télévisions entre 2005 et 2010. Il intervient sur le thème « Le service public a-t-il trahi la culture ?» Une question d'actualité dans le cycle infernal de la course à l'audience. La télévision de service public a été fondée dans les années 40, à la fin de la guerre, 45, sur un trépied qui était l'information, le divertissement, la culture. Et quand vous regardez ce trépied aujourd'hui, vous vous dites que la hauteur des 3 jambes n'est pas la même concernant la culture ou le divertissement ou l'information. Si l'information a tenu le coup, on voit bien que la culture a petit à petit laissé le pas au divertissement. L'État français investit près de 4 milliards d'euros dans le budget de l'audiovisuel public, télé et radio confondues. Il a donc un rôle à jouer dans sa mission culturelle, à condition d'en prendre conscience. J'ai un peu l'impression que depuis des années, le service public a, malgré lui, pas intentionnellement, mais a créé les conditions un petit peu de sa disparition. Et si aujourd'hui on entend les uns et les autres dire qu'il faut réduire le périmètre, qu'on met trop d'argent, qu'il y a trop de monde, il faut se poser ces questions-là. Et
Je préférerais, moi personnellement, qu'on se pose la question initialement, c'est quel est le contenu que l'on doit mettre dans le service public. Les moyens, les tuyaux, les équipes, tout ça c'est important, mais ça doit passer en second plan. Le premier plan, c'est qu'est-ce que je fais du service public, à quoi sert le service public aujourd'hui. Je pense qu'il a un rôle à jouer sur le plan culturel, à condition de remettre de la culture et du sens de l'éducation. Avec ses 5 chaînes de télévision, le service public reste toutefois un moteur. Et il est aussi un outil considérable pour la culture. Autre temps fort, direction l'église Saint-Charles pour un concert de musique spirituelle. José Sacré était sur place pour vous. Dimanche 21 avril, lors de son dernier concert spirituel de la saison à l'église Saint-Charles, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, représenté par 5 musiciens, Lisa Kerob, Thierry Amadi, François Duchesne, Éric Chapelle et une violoniste de l'Orchestre de Nice, a accueilli un ensemble anglais, Voces 8, ainsi que l'organiste Patrick Ayrton pour un programme en hommage à Erin Purcell. C'est un groupe a cappella à 8 voix, 3 voix de femmes et 5 voix d'hommes. Qui fait une carrière de concert et beaucoup de travail d'éducation partout dans le monde maintenant. Le programme que vous interprétez aujourd'hui est axé autour de Purcell, un immense compositeur anglais. Oui, c'est peut-être le plus grand compositeur anglais entre William Byrd de la Renaissance et Benjamin Britten du XXe siècle. C'est un compositeur très important pour nous, mais qui écrit un peu dans un style français aussi. Il a été très influencé par la musique française à cette époque. Des harmonies un peu inattendues, inhabituelles, mais très riches et expressives en même temps. Il a été quelque part aussi l'inventeur de l'opéra anglais, non? Oui, voilà, il a écrit Dido and Aeneas, Didon et Aînée. C'est son opéra le plus connu. Engagé dans un large éventail d'activités de sensibilisation pouvant toucher jusqu'à 40 000 personnes par an et membre associé de l'Université de Cambridge, l'ensemble Voces 8 offre un programme de maîtrise en études chorales. Il a par ailleurs attribué chaque année 8 bourses d'études chorales à de jeunes chanteurs prometteurs. Très important parce que nous, on a eu beaucoup d'opportunités quand on était enfant et c'est important pour nous d'essayer de transmettre ça aux gens, pas seulement les enfants non plus, mais les adultes, les chanteurs amateurs de tous les âges. Le Focus Info de ce mardi nous emmène dans les coulisses d'un concours bien particulier. 12 chefs de super yachts se sont affrontés sur la terre ferme au Yacht Club de Monaco dans le cadre d'un concours proposé par la Belle Classe Academy. Sur place pour vous, Alexandra Pani, Thomas Deus et Clélia Renaud. Ready, steady, cook. Voilà, on leur demande de cuisiner. C'est parti pour 30 minutes. On les trouve d'ordinaire dans des cuisines taille réduite à bord de super yachts, voiliers ou bateaux d'exploration. Ces chefs des mers vont pourtant exceptionnellement cuisiner sur la terre ferme pour un défi ambitieux. Voilà, je peux vous dire que ça va très vite. Cela peut sembler plus facile pour ces chefs habitués à la haute mer, souvent agités, mais la tâche sera tout de même semée d'embûches. Première difficulté, concocter un plat original en seulement 30 minutes. Autre difficulté, les ingrédients ne seront connus qu'au lancement du chronomètre et les candidats devront se servir de l'ensemble des ingrédients de ce panier mystère, un défi qui a séduit ces chefs. C'est super, c'est très stressant de devoir aller aussi vite, ça nécessite beaucoup de concentration pour tout réaliser, mais c'est ça qui est bien.
Les phases de qualification sont composées en 4 rounds lors desquels 3 chefs s'opposent. Pour le premier trio de la journée, au menu filet mignon de veau, carottes nouvelles, pommes de terre vitelottes, bacon, œufs, parmesan et herbes aromatiques. Une fois les ingrédients sortis, les chefs doivent rapidement imaginer leur recette. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer le principe du panier surprise pour vous? Comment est-ce que vous ressentez ça, cette épreuve? C'est bien ça. On peut rien préparer, on fait tout au dernier moment. Alors, ça va être un filet mignon. Écoutez, j'hésite entre deux trucs, donc je ne sais pas encore. Un jury prestigieux pour départager les candidats. Pablo Albuerne, gagnant de la précédente édition. Virginie Basselot, meilleur ouvrier de France et chef du Chantecler à Nice. Jacques Maximin, meilleur ouvrier de France, étoilé Michelin. Et Marcel Ravin, étoilé Michelin lui aussi, chef du Blue Bay à Monaco. Comment ça se passe? On discute. Non, ça se passe déjà. On est très heureux de voir que les candidats qui sont là sont tous motivés. Et ça nous donne aussi l'envie de ne pas les décevoir et de prendre en considération un travail qui est fait en 30 minutes, c'est pas évident. Mais il y a de belles surprises. Il y a de belles surprises. Rigueur, justesse et inventivité sont des qualités pour ces chefs embarqués qui doivent chaque jour servir les mêmes clients dans des cuisines souvent très exiguës et dans des conditions de navigation pas toujours idéales. C'est pour saluer le travail de ces chefs particuliers que ce concours a été créé il y a une dizaine d'années. Nous avons travaillé depuis longtemps avec des chefs cuisiniers de navires et nous avons donc pensé à organiser une compétition qui leur permettrait de mettre en avant leur savoir-faire de la même manière qu'ils le feraient à bord. Nous avons eu l'idée du panier mystère lorsque nous avons démarré cette compétition il y a 10 ans avec 12 chefs et cela fait 2 ans que nous l'organisons ici au Yacht Club de Monaco. À présent, les navires sont de plus en plus intéressés et ce sont eux qui nous proposent d'inscrire leurs chefs. Habituellement, ce sont les capitaines qui nous contactent car ils souhaitent inscrire leur chef. Cela fait 10 ans que la compétition existe et ils ont de bons échos. Je trouve que c'est un bel hommage pour les chefs et leurs navires de faire partie de cet événement. Concours dans le concours, au cours de l'après-midi, 9 jeunes issus d'écoles hôtelières ont montré leur savoir-faire dans l'art de la mixologie. Ils ont eu 5 minutes pour proposer le meilleur cocktail sur le thème de la mer et ses couleurs. Et c'est finalement un cocktail à base de curaçao, de vie, sirop de sucre et jus de citron vert qui décrochera la première place. La compétition peut reprendre. Après les épreuves qualificatives, ce sont donc 3 chefs qui ont été retenus pour la grande finale. Bruno Chaillan du Minty, Richard Cullen du Black Pearl et Stéphanie Gravier du Planet 9. Ils ont à présent 45 minutes pour sortir un plat et un dessert. Et cette fois-ci, le panier surprise ne sera pas évident. Les chefs et le jury sont inquiets lorsqu'ils découvrent sa composition, une souris d'agneau accompagnée notamment d'haricots blancs, de produits qui ne peuvent être cuits correctement en 30 minutes. Mais les chefs relèvent tout de même le défi. Elle n'était que 2 femmes à se présenter à ce concours. Stéphanie Gravier est arrivée sans difficulté jusqu'à la finale. Habituellement, c'est à bord de Planet 9, un yacht explorateur brise-glace revenu récemment d'Antarctique, qu'elle officie. C'était difficile, hein. Les choix des aliments étaient assez particuliers. La noisette et les haricots blancs, c'est dur à cuire en 30 minutes. Donc c'était pas très cuit en fait. On ne peut pas se préparer à grand chose. J'y reconnais les basiques, les recettes qu'on aura besoin, etc. Et puis voilà. Après, c'est difficile de se préparer puisqu'on ne sait pas ce qu'on reçoit. Et c'est justement ce qui m'a intéressé dans le concours. Parce qu'il y a plein de concours de chefs, c'est des concours où on se bat plus bateau contre bateau. Donc c'est pas vraiment équilibré, alors qu'ici on est là tous en même temps, on fait la même chose. Donc c'est ça qui m'a bien plu ici. Et malgré ces incertitudes, c'est bien elle qui s'imposera face aux 2 autres chefs. Une édition riche en couleurs qui reviendra pour la 3e année consécutive au Yacht Club de Monaco en 2020. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Place à présent à vos prévisions météo.
Le soleil aura bien du mal à apparaître cette semaine dans le ciel monégasque. Nuages et pluie régneront en maître. Mercredi, la journée sera pluvieuse et les températures oscilleront entre 11 et 15 degrés. Jeudi, des nuages encore, mais un temps sec. Vendredi, la situation s'améliorera légèrement avec quelques apparitions du soleil, mais les nuages ne disparaîtront pas complètement pour autant. Le week-end devrait s'accompagner en revanche d'une météo plus clémente. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.